Bienvenue dans le Rendez-vous Marketing, le podcast qui décrypte les meilleures pratiques en marketing digital adoptées par des experts du web. Si j'ai créé ce podcast, c'est pour faire de vous un meilleur marketeur et pour ça, je me suis promis d'inviter les meilleurs marketeurs que je connais pour discuter avec eux de sujets qui me passionnent. Pour ce nouvel épisode, j'ai abordé une nouvelle thématique, celle de la création de contenu et notamment la stratégie à adopter lorsque l'on a un budget réduit. Et mon nouvel invité, Alexis Chevalier, est très bien placé pour me parler de ça parce qu'il est le directeur marketing de You Love Words, une agence digitale qui produit tout type de contenu pour les entreprises, que ce soit des articles de blog, du social content, des mailings, des photos, des vidéos, des podcasts, des infographies et du brand content. You Love Words a travaillé avec des marques très connues comme Amazon, Apple, Volkswagen, Renault, Intersport, l'Occitane en Provence, pour ne citer qu'elle, et au sein de l'agence, Alexis a pour rôle d'attirer de nouveaux clients comme ces marques-là pour l'agence grâce au contenu bien évidemment. Et il a justement de très belles anecdotes et réussites à partager à ce propos. Et dans ce nouvel épisode du Rendez-vous Marketing, j'ai discuté avec Alexis de cette thématique de création de contenu, mais surtout de stratégie de contenu lorsque l'on a un budget réduit. Alexis m'a d'abord exposé ce qu'est une stratégie de contenu, concrètement et ce que ça n'est pas, qu'est-ce qui est inclus dans la stratégie de contenu en elle-même, comment faire une bonne recherche de mots-clés et comment prioriser ces mots-clés. Et ensuite, j'ai posé d'autres questions à Alexis pour aller plus loin dans toute la partie création de contenu. D'abord, j'ai demandé à Alexis si on peut imaginer une stratégie de contenu sans un blog, une chaîne YouTube ou un podcast. Je lui ai également demandé comment se positionner dans les premières pages de Google pour des mots-clés concurrentiels grâce à la stratégie des Content Pillars. On a vu également comment réutiliser son contenu et le recycler à l'infini. Alexis m'a donné quelques pistes que je n'avais vraiment jamais entendues. Et enfin, on a vu quels sont les outils les plus efficaces et peu coûteux pour créer du contenu. Et là aussi, vous allez être surpris de la réponse d'Alexis. Voilà, je vous en dis pas plus et je vous laisse écouter ce nouvel épisode du Rendez-vous Marketing. Salut Alexis, comment vas-tu ? Salut Danilo, ça va très bien et toi? Super, merci. Est-ce que tu peux peut-être commencer à te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore ? Yes, bah écoute, je m'appelle Alexis Chevalier, je suis directeur marketing de You Love Words. Je suis arrivé dans la boîte il y a presque 2 ans, dans un mois tout pile. J'ai 31 ans, c'est le truc un peu moins cool à dire. Ça fait du coup 7 ans que je bosse dans l'univers du SaaS, du digital et des startups. Et voilà, je pense que. Et puis si le petit côté un peu passion, c'est que je suis aussi DJ un peu la nuit quand il me reste quelques heures. Voilà. Ok, et ton job de directeur marketing chez You Love Words, ça te prend beaucoup de temps ? Écoute, ouais, ça prend beaucoup de temps parce que voilà, on a des ambitions assez fortes. On est une entreprise qui a une croissance aussi assez soutenue. On a été champion de la croissance par les Échos et le Financial Times. On fait 70% de croissance chaque année, donc c'est énorme. C'est une boîte qui grossit beaucoup. Moi, je suis arrivé il y a 2 ans, comme je te le disais, on était 10. Aujourd'hui, ok. on est 30. Oh là là. Donc ouais, il y a plein de choses à faire et c'est passionnant. Donc ça, même s'il y a beaucoup de travail, on voit pas le temps passer. C'est ce qui compte le plus, quoi. Ouais, je m'en doute. Mais du coup, toi, tu vois, directeur marketing, c'est peut-être un peu flou pour certaines personnes. Qu'est-ce que tu fais exactement dans la boîte ? Ouais. Alors moi, en gros, on va dire que j'ai 3 casquettes. Je suis à la fois responsable de la stratégie éditoriale de You Love Words, donc vraiment quel type de contenu est-ce qu'on va produire, pour quelle audience, sur quel type de format. Je vais également être aussi responsable de l'image et de la notoriété de la marque. Donc mon job, ça va être, tu vois, de mettre en place des campagnes, des actions marketing et de communication qui vont booster l'image de la boîte. Et le dernier point, bien sûr, tu le sais, surtout sur du digital, ça va être de générer du trafic et des leads de qualité pour les sales. Donc en gros, si on devait résumer mon job en une phrase, c'est rendre le travail des sales plus facile, quoi. Ok, d'accord. Tu leur amènes des leads grâce au fait que tu crées du contenu pour l'agence en elle-même. C'est vrai qu'on ne l'a pas forcément précisé pour ceux qui nous écoutent, mais You Love Words, c'est bien sûr une agence qui crée du contenu web pour des entreprises. Je ne sais plus quel secteur exactement. C'était éducatif et éducation, non ? Alors en fait, si tu veux, nous, oui, on produit du contenu, si tu veux, on conçoit et on met en place aussi des stratégies de contenu pour des marques. Donc voilà, on va à la fois produire leur contenu dans tous les formats, que ce soit dans de l'écrit, dans de l'audio, de la photo, de la vidéo. À la base, You Love Words, ça a commencé vraiment sur l'écrit, mais peut-être qu'on en reparlera un peu après. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est focus sur la production de contenu à destination des marques. On produit du contenu, ce qu'on appelle premium ou à haute valeur ajoutée. L'idée, c'est juste en fait de produire le contenu le plus qualitatif qui soit. On produit du contenu pour un peu plus de 150 clients internationaux,
principalement des grands comptes. Tu vois, on a un tiers du CAC 40 et ça, c'est dans tous les secteurs. Et si je te donne quelques marques un peu pour faire un peu de name dropping, on va avoir du Orange, du Amazon, du Apple, mais aussi du Renault, LVMH, BNP Paribas, Salomon, j'en passe et beaucoup d'autres. Mais voilà, oui, on s'adresse vraiment à ces grandes boîtes-là qui ont beaucoup d'ambition en fait sur la production de contenu. Ouais, je réalisais pas du tout. Et du coup, par exemple, si tu veux me donner une des boîtes, bah, t'as cité Apple, si je dis pas de bêtises. Et qu'est-ce que vous faites comme contenu exactement pour Apple, si je peux me permettre? C'est ça, c'est intéressant, tu vois. Alors, tu peux te permettre, mais malheureusement, c'est le seul pour lequel je vais pas pouvoir t'en dire plus. Et yes, tu peux m'en donner un autre, parce qu'il y avait tellement maintenant, il y avait. T'as parlé de. Non, mais ouais, par exemple, Orange ou Ouais, Orange, Amazon. voilà. Orange, par Voilà. exemple. Orange, aujourd'hui, tu vois, on produit tous les contenus pour l'ensemble en fait de leurs réseaux sociaux. Donc, D'accord, d'accord. Ok. voilà. Donc ça, c'est un dispositif qui est vraiment global sur l'ensemble de leur réseau. Si je prends, tu vois, par exemple Metro, c'est une enseigne que tu connais peut-être qui produit en fait des fruits, des légumes, voilà, pas mal de nourriture, mais à destination plutôt des restaurateurs notamment. Pour eux, on a produit en fait une web série en 10 épisodes avec un humoriste. Ok. L'idée, c'était vraiment de dépoussiérer l'image de la marque et franchement, ça a super bien fonctionné. Ils étaient hyper fiers de ces vidéos-là et ça a permis de mettre en avant aussi les métiers chez Metro, parce que chez Metro, tu vas avoir vraiment le poissonnier, le boucher, toutes ces professions-là en fait qui sont que tu peux retrouver sur des marchés, par exemple typiquement, mais que tu sais pas qui peut y avoir chez Metro par exemple. Et l'idée, c'était vraiment de mettre en avant ces gens-là et dépoussiérer vraiment l'image de la marque. Ça a plutôt bien fonctionné. Après, je t'ai cité peut-être Vinci aussi, Vinci Immobilier, là plus institutionnel. Hein. Pour le coup, on a fait une refonte complète de leur site vitrine. Donc tu vois, on produit vraiment différents types de contenus pour différents secteurs. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça que je voulais mettre en avant. C'est que vous faites pas juste. Ça peut être pas juste des articles de blog ou des posts sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi faire comme tu dis, refonte du site vitrine, donc créer des pages web finalement, des landing pages, mais aussi, si j'ai bien compris, une web série. Donc là, ça implique d'engager des acteurs, si j'ai pas de bêtises. Donc, C'est ça. des acteurs. Ouais, c'est ça. Hein. Moi, j'aurais dit ça aussi. Donc ouais, c'est vrai que le Ouais, contenu, en mine de fait, rien, c'est large, quoi. ouais, tout à fait. Et puis là, effectivement, tu soulèves un point, c'est que là, pour le coup, on a bossé avec un humoriste, et puis forcément un vidéaste, un preneur de son. Et en fait, ça, c'est aujourd'hui toutes les professions que You Love Words peut mettre à disposition de ses clients au travers de la communauté, si tu veux, de talents qu'on a fédérés au fil des années. Et on a une Head of Community, un Canel, qui elle vraiment s'occupe en fait de gérer cette communauté, de la sourcer, de la tester continuellement, de valider de nouveaux profils, de recruter de nouveaux profils. Et aujourd'hui, tu vois, on a une communauté de 5000 talents créatifs, indépendants, des freelances. Et ça, vraiment sur tous les métiers créatifs auxquels tu peux penser. Et c'est pour ça que tu me parlais d'acteurs, mais voilà, on va avoir des Ouais. acteurs, on va avoir des monteurs, on va avoir des motion designers, des set designers, tu vois, des professions qui n'existaient pas il y a encore quelques années. Donc l'idée, c'est vraiment aussi de mettre en avant tous ces nouveaux métiers, tous ces nouveaux talents de création de contenu, quoi. Ouais, mais ça, je l'avais vu justement sur votre site web, ces fameux 5000 talents que vous avez à disposition. Donc, du coup, c'est des personnes à qui vous faites appel lorsque vous avez un besoin pour un de vos clients. Exactement. En fait, aujourd'hui, le modèle de You Love Words, c'est vraiment, si tu veux, de profiter de toute cette communauté-là, vraiment de talents qui sont vraiment experts, qu'on a vraiment sourcé et testé. Tu vois, l'idée, c'est vraiment de travailler avec les meilleurs. Et en fait, notre client, lui, il va pas forcément avoir de contact avec les freelances. On sait que parfois, c'est chronophage. Que si tu trouves pas le bon freelance, tu vas être obligé de changer, de rebriefer la personne, etc. C'est beaucoup de temps à passer. Et les marques avec lesquelles on travaille n'ont pas forcément ce temps-là aujourd'hui. Et nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on leur octroie, si tu veux, un content strategist qui est un chef de projet éditorial chez nous, qui est salarié CDI chez Ok. You Love Words, et qui va en fait piloter son projet avec les freelances. Et donc, c'est le content strategist qui va être vraiment au contact des freelances, qui va les briefer, qui va valider avec eux les premières versions. Nous, il y a une phrase qu'on dit souvent, c'est quand on envoie une V1 au client, c'est déjà peut-être une V3 ou une V4 chez nous, parce que on s'assure que tout est nickel par rapport aux valeurs du client, à ses objectifs, ses enjeux, sa vision, etc. quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, en gros, ouais, c'est pas forcément la personne qui est en CDI chez Love Words qui va faire le travail créatif. Ce sera un autre freelance. Puis après, vous checkez le travail, vous faites des allers-retours avec le freelance et ensuite vous envoyez au client, quoi. Mhm.
Ah, c'est un modèle Exactement. intéressant. Donc du coup, ça demande enfin, c'est plutôt d'engager, j'en sais rien moi, 10 créatifs, 10 vidéastes ou 10 Ouais, blogueurs. Enfin, vous exactement, ouais. prenez plutôt des freelancers, quoi. Ouais, c'est intéressant. Bah, écoute, c'est parfait. Je Ouais, tu pense vois, qu'on a si un on peu prend fait le tour par l'exemple, rapport à ça. typiquement, Ouais, ouais, vas-y, juste, tu continue, vois, je t'en je prie, veux vas-y. préciser sur la Content Factory, par exemple, qui est un modèle que nous, on développe pas mal, et où, en gros, bah, pour faire simple, hein, une usine à contenu, c'est quoi? C'est quand tu as un client qui te demande de produire 150 articles par mois, bah, c'est compliqué. Et surtout, Exactement. quand t'es marketeur tout seul, voilà, tu peux pas piloter 15 rédacteurs, plus un secrétariat de rédaction, des relecteurs, des traducteurs, etc. C'est juste impossible. Et c'est pour ça que nous, on met en place en fait un dispositif en interne bah, qui nous permet en fait de piloter tous ces gens-là et que le client, si tu veux, en face, bah, il est qu'un seul interlocuteur, son content C'est ça, stratégiste, et exactement. ça permet, tu vois, aussi de produire beaucoup plus, quoi. Donc, voilà. Ah, c'est vraiment intéressant comme modèle. Et il y a d'autres agences de création de contenu en France qui ont un modèle similaire au vôtre ou vous êtes la seule? Écoute, pour l'instant, on est la seule, mais j'attends de voir ce que nos concurrents vont sortir dans les prochaines semaines et les prochains mois. Mais c'est aussi ça qui fait notre différence aujourd'hui face aux agences traditionnelles que tu peux connaître et même à des agences aussi qui sont des agences édito, des agences inbound ou de content. Nous, ce qui est fort aussi chez Yellow Award, c'est que finalement, en fait, on peut produire tout type de contenu sur tout type de stratégie. Donc, plutôt que de passer par une agence, tu vois, qui va être spécialiste par exemple de l'inbound marketing, Oui. et ben nous on va trouver des spécialistes d'inbound marketing et puis on va mettre en place ta stratégie de contenu sur ce prisme-là. Mais tu vois si tu recherches vraiment de l'édito, ben, on peut se concentrer sur ça aussi. Si ta problématique c'est plus du brand content, ben, on va pouvoir aussi produire des contenus à viser brand content. Donc ça, tu vois, aujourd'hui, c'est ce qui nous permet, nous, d'aller challenger et concurrencer toutes les agences plutôt traditionnelles qui existent depuis des dizaines d'années, quoi. Non, je trouve ça super intéressant. Franchement, comme modèle, c'est top. Bah, c'est vrai que pour ceux qui nous écoutent, peut-être qu'il y a des opportunités pour vous au sein du You Love World en tant que partenaire ou talent. Donc, on ne sait jamais. Je sais pas ce que tu. Complètement. Ok, bah, c'est parfait. Si vous en Ouais. prenez toujours des nouveaux, c'est top. Mais après, 5000, franchement, c'est énorme. Franchement, enfin, j'avais vu le nombre sur votre site, j'avais pas tout à fait compris le mécanisme exact. Ça m'a même fait penser à une autre. Mais c'est pas tout à fait le même, c'est crème de la crème. Je sais que là aussi, c'est mettre des relations Ouais. des freelances et des entreprises. Et là aussi, ils ont un gros réseau de freelance avec qui ils mettent en relation des entreprises. Exactement. Et bah, justement, notre Head of Community est une ancienne de crème de la crème, donc tu as visé juste. Ah, bah, super, bah, parfait. Écoute, moi bah voilà, je voulais reprendre ce qu'on disait par rapport à ce que toi tu fais au sein de You Love Wars, parce que finalement, toi, si j'ai bien compris, tu n'es pas content stratégiste, tu vas pas forcément parler beaucoup aux clients. Je sais même pas si tu as des contacts avec les clients de l'agence, mais toi, par contre, tu vas utiliser le contenu pour aider l'agence à trouver des clients. Parce que finalement, vous êtes une agence de création de contenu, donc vous-même, vous trouvez des clients grâce à votre contenu. Et donc, je voulais voir avec toi, ben, Exactement. déjà un peu tes rôles et quelles sont tes compétences, tes forces, les leviers sur lesquels tu travailles. Enfin, je le sais un peu, mais c'est bien aussi pour les gens qui nous écoutent de le savoir. Ouais, ouais, effectivement. Bah, moi, je suis vraiment, si tu veux, sur la partie. Enfin, on va dire que bon, on n'est pas présent sur énormément de canaux. L'idée, moi, quand je suis arrivé il y a 2 ans, ça a été la première année en fait de tester pas mal de choses. C'est généralement ce qu'on fait. De toute façon, quand on arrive dans une boîte où en plus le pôle marketing est en train de se structurer. Donc moi, l'idée, ça a été vraiment très vite de tester énormément de choses. Aussi, surtout, ce que j'ai fait en arrivant, c'est que j'ai fait un audit de l'existant. Donc en gros, bah, on a regardé ce qu'on avait sur le site, sur le blog, et on s'est dit est-ce que ces contenus-là correspondent finalement à nos personas et à ce qu'on recherche, quoi. Et puis bah, du coup, ça nous a permis en fait d'angler nos stratégies différemment, puisqu'en gros les contenus qu'on avait sur notre site étaient plutôt à destination des opérationnels, qui sont aujourd'hui pas les décisionnaires chez les annonceurs auxquels on s'adresse. Donc tu vois, on a réanglé nos stratégies et on a mis vraiment le paquet sur la production de contenu, surtout SEO. Et Ok. aujourd'hui, c'est aussi ce qui nous ramène pas mal de business. C'est que, mais je crois qu'on en reparlera. Typiquement, tu vois, j'ai produit une pillar page sur la thématique du content marketing, qui est bah, forcément une thématique très forte pour nous et très stratégique. Donc cette pillar page là, avec tout un dispositif bien sûr autour, nous a permis de nous positionner à la 2e place des résultats de recherche sur Google quand tu tapes content marketing, sachant qu'avant on était, je crois, au-delà de la 50e position. Bravo. Donc voilà, ouais, merci. C'est Ouais, beaucoup c'est de une belle taf. performance. Ouais, c'est beaucoup de taf parce qu'on bon, on parlera des pillar pages, mais pour faire un petit teasing, en gros, c'est une page qui va vraiment, euh, comment dire,
parler du sujet de fond en comble, mais qui va aussi faire des liens vers plein d'autres pages de votre site, qui elles-mêmes font des liens vers cette grosse page-là, qui parle de A à Z du content marketing. Donc c'est un vrai guide. Ouais, tout à fait. Ouais. Et donc voilà, donc c'est vrai que la partie SEO est assez forte chez nous. Et ouais, comme je te le disais tout à l'heure, moi l'objectif c'est vraiment finalement c'est lead marketing pur. Hein, c'est vraiment attirer des annonceurs à soi en produisant finalement un contenu qui va les intéresser. Et donc c'est pour ça que dans notre stratégie SEO, très vite on a produit des articles où l'idée c'était de répondre à leurs principaux pains. Donc pour ça, tu vois, dans l'audit SEO qu'on a fait au tout départ, on a interviewé les commerciaux, on a interviewé nos clients pour savoir voilà un peu quelle était la réalité aujourd'hui du marché. Et à la suite de ça, on a produit des articles du style est-ce que le content marketing est pertinent pour mon entreprise? Est-ce qu'on peut faire du content marketing dans une industrie dite pas sexy? Typiquement, tu vois, le BTP, etc. Est-ce qu'on peut en faire? Est-ce que c'est pertinent? Quel budget pour faire du content marketing, quel ROI, tu vois, enfin tout ça c'est des articles qu'on a produits vraiment dans l'objectif de répondre au maximum aux attentes et aux objections de nos clients. Et la deuxième, on va dire le deuxième prisme sur la partie SEO, c'est si tu veux, de rédiger des guides le plus exhaustif possible sur des formats. Donc les formats en fait qu'on va produire pour nos clients. Et là, tu vois, très récemment, on a publié des articles sur le podcast, le webinar. Okay. Ça marche très bien surtout en ce moment. La newsletter, même sur des pratiques style lean nurturing et tout ça, tu vois. Donc là, l'idée, c'est aussi encore une fois d'attirer du monde à nous et de leur expliquer que voilà, si vous souhaitez produire du contenu de qualité, c'est chez YouLoveWords qu'il faut le faire. Ouais, c'est très intelligent. Franchement, c'est très intelligent. J'ai vu le fameux guide sur la newsletter, ça a l'air pas mal non plus. Et en plus de ça, si je comprends bien, toi, tu vas monitorer, enfin, ça va pas la mener, pardon, la stratégie de contenu, mais c'est pas forcément toi qui vas écrire le contenu de A à Z. Ouais. Tu as aussi d'autres freelances qui travaillent avec toi, si je comprends bien. Exactement. En fait, en gros, j'ai appliqué le même modèle qu'on applique avec nos clients. C'est simple. Hein. Ouais, c'est Et donc, intelligent ça. oui. Non, mais ça me permet aussi, voilà, je pense, de mieux comprendre aussi notre produit, nos services et de mieux aussi le vendre derrière. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, oui, je travaille avec 3-4 freelances. Donc tu vois, j'ai une personne qui va être vraiment sur la partie SEO et content marketing, qui est vraiment un expert du sujet et qui va vraiment m'accompagner à mettre en place toute la production de contenu qu'on a aujourd'hui. Forcément, je vais avoir une rédactrice qui va vraiment produire, elle, pour le coup, rédiger les contenus. Après, je vais travailler avec une directrice artistique qui, elle, pour le coup, est en interne chez nous, qui, elle, va penser finalement à la DA de certains de nos contenus, et aussi, bien sûr, un intégrateur sur les sujets plutôt d'intégration de pages assez lourdes, Oui. type Pillar Page et autres sujets dont on parlera. Ouais, c'est vrai qu'on peut en parler, mais le PRP, c'est vrai que c'est des pages un peu spéciales du site qui doivent pas être traitées de la même manière, où on peut mettre, je sais pas, il y a un gars qui fait très bien ça, c'est Backlinko, où on voit ces pages, c'est des véritables guides, il y a à chaque fois des sections, c'est pareil, il y a des liens vers chaque section de la page, enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais en gros, c'est très bien fait pour qu'on puisse s'y retrouver facilement, quoi. Ouais, Backlinko, tu fais bien d'en parler, c'est un de nos modèles aussi chez YouLoveWords et on lit régulièrement ces contenus parce que c'est incroyable. Ouais, non, mais c'est clairement aujourd'hui pour moi l'un des meilleurs producteurs de contenu sur ce format-là. Et je pense que la meilleure métaphore pour moi là-dessus, c'est qu'en fait une pillar page ou alors une stratégie de topic cluster, si on prend vraiment ça dans sa globalité, faut se dire que c'est un peu en fait comme un livre, mais on va dire version page web. Et donc tu vas avoir une thématique globale. Voilà, exactement. C'est une thématique globale que tu choisis. Et après, dans ta thématique, tu vas créer des chapitres comme dans ton livre. Et en fait, tes chapitres, ça va être tes pillar pages et ta thématique globale, c'est ton topic cluster. Et donc, petit à petit, en fait, tu vas développer la taille de ton topic cluster et il va se densifier de plus en plus. Tu vas bien sûr travailler le maillage interne et après aussi le maillage externe qui est ultra important, les backlinks, pour que bien sûr ton contenu soit encore mieux référencé sur Google. Mais de base, si tu prends le truc, on va dire de façon brute, c'est finalement de la rédaction pure, mise en page de façon à ce que ce soit agréable à lire sur un site. Parce que c'est pas un livre, donc on va pas juste avoir du texte, sinon c'est illisible. Mais l'idée c'est d'avoir une UX aussi un peu sympa, de faciliter la lecture pour le visiteur. Quand tu as une pillar page qui fait 5000 mots,
ou plus. Typiquement, Backlinko, je pense qu'on est plus autour des 20 000. Ouais, 10, 20 000. Ouais, 10, 20 000. Là, tu es obligé d'avoir une structure de page et tout qui est hyper sympa et facile à utiliser. Sinon le visiteur, il se barre très vite, quoi. Exactement. J'allais même te poser la question de ce genre de page, combien de mots ça fait, mais c'est vrai que, bon, pour ceux qui nous écoutent, mais visez minimum 5000 mots. Et puis, j'allais dire aussi, tant qu'on y est, je pense qu'on pourra peut-être mettre un lien ou deux vers vos pillar pages. Comme ça peut être, Avec plaisir. pour ceux qui nous écoutent, ils pourront voir un peu à quoi ça ressemble. Mm. Voilà, écoute, merci Alexis. On va peut-être passer à la suite par rapport à notre sujet du jour. Et le sujet du jour, c'est justement comment adopter une stratégie de contenu, mais surtout lorsqu'on a un budget réduit. Parce que tu te rappelles, on avait parlé du fait que on pouvait traiter le thème sous différents angles, mais je trouve que l'angle justement de créer du contenu sans forcément avoir un gros budget, comme ça a été mon cas, comme ça a peut-être été le cas de You Love Words, c'est pas facile. Il faut réfléchir à des bonnes idées et trouver des quick wins en quelque sorte pour rapidement, on va dire, positionner un article sur le moteur de recherche ou une vidéo YouTube sur le moteur de recherche sur YouTube aussi. Et donc je vais voir ça avec toi, mais en premier lieu, peut-être déjà réexposer c'est quoi une stratégie de contenu, parce que ça va un peu tout dire. Est-ce que c'est un calendrier éditorial? Est-ce que c'est juste des mots-clés? Est-ce que tu peux peut-être nous en parler un peu pour commencer? Ouais, carrément. Ouais. En fait, en gros, aujourd'hui, parmi les différentes stratégies marketing, en gros, que tu vas avoir à disposition en tant que marketeur, tu vas avoir les canaux assez classiques, hein, donc la télé, la radio, le print, et bien sûr de plus en plus, voilà, maintenant ça fait quand même quelques années, le digital. Et donc dans le digital, tu vas avoir aussi d'autres stratégies marketing, et notamment le content marketing. Le content marketing ou stratégie de contenu, c'est un peu la même chose. En gros, ça permet d'asseoir son expertise, ça permet de communiquer auprès de ses audiences. Et aujourd'hui, c'est clairement l'une des stratégies qui apporte le plus de ROI pour une marque. Et je trouve qu'il permet un engagement beaucoup plus fort de ses communautés. Mais je pense qu'on en reviendra après sur les bénéfices. Mais en gros, pour faire simple, qu'est-ce que c'est qu'une stratégie de contenu? C'est un dispositif pour moi de production et de diffusion de contenu pour engager son audience, générer des leads ou améliorer sa notoriété. Alors ça peut être également les trois, hein, et donc dans ça, il va falloir aussi bien distinguer deux choses. C'est le brand content et le content marketing. J'en ai parlé un peu, mais le brand content, ça va être vraiment l'image de marque, vraiment les valeurs, la vision, les produits de l'entreprise. Tu vas vraiment communiquer autour de ça. Okay. Alors que le content marketing, l'objectif là, ça va être vraiment de répondre aux problématiques de ta cible. Ça va être de montrer ton expertise et ça a vocation davantage à générer des conversions derrière. Alors que sur le brand content, tu es vraiment plus sur de la notoriété et de la visibilité. Et comme tu le disais, alors la stratégie de contenu, c'est pas uniquement un calendrier éditorial, mais ça englobe beaucoup de choses. Ça englobe aussi différents formats, et donc pas uniquement de l'édito pur, mais ça peut être de la vidéo, des podcasts, des infographies, des pages piliers bien sûr, des articles de blog. Mais une stratégie de contenu, ça peut aussi être une stratégie de social post sur Twitter. Et tu peux très bien avoir ta stratégie de contenu qui est uniquement dédiée à un canal. Pour moi, il n'y a pas vraiment de définition figée. Je trouve que c'est vraiment dépendant en fait de tes objectifs, de tes enjeux, de ta marque, de ton produit, de tes clients. Enfin, c'est hyper divers et c'est aussi pour ça que c'est passionnant, je trouve. Oui, bien sûr. Moi, écoute, la stratégie de contenu, j'essaye de voir ça comme pas différentes étapes, mais un plan en quelque sorte que j'ai à l'avance. Ça peut être dans un simple fichier Excel ou un PowerPoint et me dire voilà qui est ma cible. Comme tu disais, quels sont les formats de contenu que je vais aborder. Est-ce que je vais en prendre un seul ou plusieurs? Ça pourrait être comme je pense que tu l'as abordé aussi, c'est les mots-clés que tu vas utiliser les mots-clés que tu vas cibler. Ça peut être aussi une offre sur un contenu en particulier. Est-ce que je vais essayer de proposer quelque chose de gratuit ou un webinaire, pardon. Et je vais y arriver. Et aussi, je dirais aussi qui fait quoi. Donc, qui crée le contenu, qui l'intègre sur le site. Je sais pas s'il y a autre chose que tu voyais là-dedans, parce que j'ai vraiment envie que les personnes qui nous écoutent ressortent avec un plan clair de ça. Et là, ouais, tu as très bien défini la différence entre brand content et content marketing. Après, je pense que pour la stratégie de contenu, on doit pouvoir vraiment les aider à bien comprendre ce que c'est. Ouais, alors effectivement, tu as précisé déjà pas mal de choses, mais pour moi, effectivement, ça inclut tout ce que tu viens de lister, mais ça peut être aussi les personas, ça fait partie de notre stratégie de contenu, l'audit SEO, comme j'en parlais tout à l'heure, la charte éditoriale, c'est méga important. Avant de penser déjà à produire, il faut voilà, mettre sur le papier tone of voice, tes territoires d'expression. Ça, c'est plein d'éléments qui composent ta charte éditoriale et qui vont te permettre après
d'identifier les sujets dont tu vas parler, à quelle audience, et donc c'est pour ça qu'on parlait de persona, à quelle volumétrie de contenu, quel format, quelle récurrence, quelle promotion derrière. Donc ça, je vous invite aussi à aller sur notre blog parce que c'est des sujets qu'on a abordés, typiquement le sujet de la charte éditoriale. On en a fait un article qui est vraiment très complet et où l'objectif, c'est de vous aider en fait à produire votre propre charte éditoriale et après à vous lancer en fait. Une fois que vous avez ce document-là, les choses seront plus faciles. On vous donne même en fait un template gratuitement. Il n'y a pas d'adresse mail à donner ni rien. Vous téléchargez le template et puis vous pouvez commencer à composer votre charte éditoriale. Et après, ce que tu disais sur les équipes, c'est clair que c'est très important. Moi, je pense que ça dépend vachement des ressources internes dans les entreprises. Alors, soit c'est effectivement piloté par le responsable ou le directeur, soit marketing, soit communication. Ça peut être aussi maintenant de plus en plus par les responsables de communication interne ou RH qui font de l'employé advocacy, ce genre de choses-là. Et après, effectivement, quand tu es indépendant, c'est toi qui vas own ta stratégie de contenu, c'est toi qui vas la piloter, la mettre en place. Mais c'est aussi pour ça que je pense qu'il est hyper important de bien s'entourer et aussi de bien définir en amont tout ce dont on vient de parler, de faire son audit SEO, d'analyser les mots-clés qui sont concurrentiels, qui sont stratégiques pour vous. Et ça, pareil, c'est des choses que tu peux déterminer grâce à tes personas, ta charte édito et tous ces trucs-là, quoi. Donc voilà, mais ça justement, c'est un bon point que tu fais là, c'est la fameuse recherche de mots-clés, parce que pour moi, dans une stratégie de contenu, c'est un indispensable avec le fait de définir ses personas et à la rigueur aussi quel type de contenu vous allez produire. Alors généralement, c'est bien de commencer par un seul type de contenu, exemple blog, vidéo YouTube ou des podcasts. Mais par exemple, pour la recherche de mots-clés, comment est-ce que vous y prenez et surtout, comment vous allez prioriser un mot-clé par rapport à un autre? Parce que ça, c'est toujours la question de quand on a trouvé 15 mots-clés, lequel on cherche à se positionner en premier. Ouais. Alors nous, ce qu'on fait, je pense pas que ce soit quelque chose de très novateur, mais disons que nous, on a vraiment l'objectif aussi, comme je te le disais, de répondre aux objections, pardon, et aux attentes de nos personas et de nos cibles. Et c'est pourquoi en fait, on va mixer, si tu veux, à la fois des données SEO et les besoins commerciaux derrière. Donc les besoins vraiment commerciaux chez YouLoveWords. Et donc pour ça, en fait, on va vérifier le volume d'un mot-clé. Déjà voir s'il y a des recherches ou pas sur ce mot-clé. S'il n'y en a pas, ça peut pas servir à grand-chose de faire un article. La concurrence, la difficulté, mais surtout, alors ça j'insiste, l'intention de recherche sur Google. Ça c'est hyper important et je trouve qu'on n'en parle vraiment pas assez et que je trouve que le débat aujourd'hui sur le SEO est encore beaucoup trop sur le choix des mots-clés, alors que pour moi il faut vraiment se positionner sur l'intention de recherche sur un mot-clé précis, tu vois. Donc typiquement, tu vois, quand je te dis un mix entre données SEO et besoin commercial, tout à l'heure je te parlais d'un article qu'on a fait sur les webinars. Ça, très simple, hein, les données SEO sur le webinar, forcément il y en a, forcément il y a du volume, forcément il y a de la concurrence. Et l'intention de recherche, c'est laquelle? C'est que quand quelqu'un tape webinar, ce que tu vois arriver sur Google, c'est plusieurs choses. Tu vas avoir des solutions de webinar. On en connaît, Livestorm, Webikeo, etc., etc. Il y en a plein d'autres. Tu vas avoir aussi des articles qui vont plutôt t'expliquer ce qu'est un webinar et comment mettre en place ton webinar, etc. Donc une fois que tu as bien analysé l'intention de recherche, et ben là tu vas pouvoir après rédiger un article qui va répondre à cette intention-là. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. Et donc on a rédigé un article qui est ultra exhaustif et qui va répondre à toutes les questions auxquelles tu peux te poser sur un webinar. Okay. Typiquement, qu'est-ce que c'est? Pourquoi en faire? Comment faire? Avec quels outils? Quel dispositif? Quelle communication derrière? Enfin vraiment la totale, quoi. Je crois que l'article il fait 5000 mots, donc on est presque déjà, tu vois, sur la pillar page, mais c'est vrai que j'aime bien les articles assez longs. Et après, comment effectivement est-ce qu'on priorise? C'est hyper important. Comme je te le disais, c'est le besoin commercial. Cet article-là, je trouve que c'est un bon exemple, hein, mais cet article-là sur le webinar, je trouve qu'il a été produit en avril. Et pourquoi est-ce qu'on l'a produit à ce moment-là? Il était prévu de le produire bien plus tard dans l'année, je crois plutôt fin de l'année. Mais finalement, en fait, il y a eu le Covid, il y a eu le confinement et il y a eu l'explosion de webinars et d'événements en ligne, hein, nous les premiers d'ailleurs. Et nos clients, si tu veux, on a vraiment vu qu'ils avaient un vrai besoin sur le sujet.
Et bah forcément, les commerciaux sont venus me voir en me disant Alex, je crois que cet article-là, on va essayer de le faire un peu plus vite que prévu. Je fais oui, je pense que c'est la bonne stratégie à avoir. Et donc on fait si tu veux des comités éditoriaux mensuels dont les sales font partie. On va vraiment sélectionner les sujets qui sont stratégiques pour eux, tu vois. Et donc là, on savait très bien que le sujet du webinaire, parce que c'est quelque chose qu'on produit pour nos clients, du coup, on savait que c'était stratégique et que c'était pile le bon moment en fait de le produire. Et du coup, on l'a produit très vite, on l'a sorti très vite. Et là, tu vois, c'était cette semaine ou la semaine dernière, on a signé notre premier client. Suite à cet article-là, vraiment, la personne nous a dit, je suis tombé sur votre article, j'ai lu, je vous ai contacté et on vient de signer ce client. Donc ça, tu vois, c'est l'exemple parfait d'une stratégie SEO qui fonctionne. On savait que ce mot-clé-là, il avait un fort potentiel. Il y avait un fort potentiel commercial derrière. On a mixé les deux, on a fait l'article, on l'a diffusé. Et puis, du coup, on arrive à signer derrière. Donc, oui, c'est ça. Et puis, de toute façon, l'article, il se positionne pas seulement sur le mot-clé webinaire, il se positionne sûrement sur comment créer un webinaire, quels sont les outils pour créer un webinaire. Et c'est un peu ce que tu disais avec les intentions de recherche. C'est vrai que c'est assez connu, ça, les recherches transactionnelles, informationnelles. Et c'est vrai que c'est jamais simple de savoir sur quel mot-clé se positionner parce que parfois, les trucs trop commerciaux, c'est difficile de se positionner parce qu'il y a déjà beaucoup de concurrence avec les annonceurs payants. Donc, du coup... je sais pas, qu'est-ce que j'allais dire là-dessus encore? Oui, voilà, est-ce que déjà même les mots-clés que vous ciblez, est-ce que vous allez mettre, ah tiens, c'est plutôt transactionnel, informationnel, ou alors c'est plutôt au feeling? Bah, nous, c'est vrai qu'on va quand même plutôt se positionner sur des mots-clés informationnels Voilà. où en fait, si tu veux, la personne qui va visiter notre article a normalement un besoin vraiment de connaissances et de savoir sur le sujet. Mais après, tu vois, on peut aussi. En fait, ce qui est intéressant, c'est que tu peux aussi te positionner sur des requêtes plus transactionnelles où en fait, tu vas dans ton article lister différentes solutions. Par exemple, nous, ce qu'on a fait sur l'article webinaire, on a vraiment listé différents outils, et on a mis leurs avantages, leurs inconvénients pour chacun. Et donc là, tu réponds du coup à aussi une autre requête qui est plus effectivement quels outils vais-je devoir utiliser pour promouvoir mon webinaire, pour l'héberger, etc. Donc c'est vrai que ça dépend vachement des mots-clés, quoi. C'est un peu difficile, hein. J'essaie. C'est pas évident, ouais. Quand j'ai lu ça la première fois, je me dis, ouais, mais qu'est-ce que je fais avec tous mes mots-clés, lesquels je choisis? Donc, toi, j'ai bien compris, c'est par rapport à le besoin commercial. Et je dirais, est-ce que vous pensez aussi à tout ce qui est concurrence? Est-ce que vous dites, ce mot-clé, il est trop concurrentiel, donc du coup, on va peut-être attendre un peu, ou non? Alors c'est une bonne question. Typiquement, c'est la question qu'on s'est posée sur le mot-clé content marketing. Ok. Il y a quand même une bonne concurrence dessus. Et par contre, derrière, on a mis les moyens, tu vois. Et c'est aussi ça, ce qu'il faut se dire, c'est que un mot-clé peut paraître ultra concurrentiel. C'est pas pour autant qu'il est forcément très défendu. À partir du moment où quelqu'un a produit un contenu, moi, je considère que ce contenu doit être optimisé en continu et il est absolument pas figé. En fait, tu as fait la première étape, mais après derrière, tu en as encore plein d'autres. Ton contenu, je sais pas si c'est un terme qu'on connaît tous, mais c'est vraiment l'hygiène de tes contenus, quoi. C'est en gros faire en sorte qu'ils soient toujours up to date, qu'ils soient evergreen, encore un mot de jargon, mais ça veut dire non périssable, mais des contenus qui soient toujours à jour, etc. Donc soit en fait, tu vas avoir des contenus qui sont bien placés, mais qui sont pas défendus, c'est-à-dire donc qui sont pas mis à jour, etc. Et donc là, tu vas pouvoir, avec pas mal d'efforts bien sûr, mais tu vas aller chercher des positions et aller les battre. Après, effectivement, parfois tu vas te battre contre des positions où effectivement il y a une défense qui est faite aussi de leur côté. C'est un peu un jeu de risque, hein, finalement, c'est que tu vas mettre en place une stratégie pour essayer de choper les premières places. Après, derrière, tu as soit des personnes qui vont effectivement défendre leur position et d'autres pas. Donc, ça dépend vraiment des mots-clés, ça dépend c'est pour ça aussi, il faut vraiment analyser les sites qui se positionnent sur les premiers résultats. C'est hyper important. Si tu vois que tu as 5-6 mastodontes qui sont bien plus gros que toi, faut aussi être honnête et pragmatique et se dire que bon, ça va peut-être pas être si simple et peut-être impossible. Et donc, peut-être essayer des mots-clés un peu plus de niche. Moi, tu vois, je vois typiquement, on a fait un article sur les podcasts, un article qui est top, mais un sujet qui est
ultra dur à concurrencer parce que podcast, enfin, sur les résultats de recherche, tu vas avoir tout et n'importe quoi, mais tu vas surtout avoir des pages de France Inter, RTL, Europe 1, etc., toutes les radios en fait qui vont héberger leur podcast en replay. Donc ça, pour les battre, c'est hyper dur. Mais après voilà, comme je te l'ai dit, c'est tout dépend de l'effort que tu mets en place derrière. Podcast, nous, tu vois, on en a fait un article. Ouais. On voit aujourd'hui que c'est pas suffisant parce qu'on gagne pas suffisamment de position. L'idée maintenant, ça va sûrement être de passer sur une stratégie de topic cluster. Donc cet article-là, en fait, on va le transformer en une pillar page avec d'autres contenus autour qui vont appuyer cette pillar page-là sur justement, tu vois, on va faire un article, plutôt que de faire un article où on aborde tous les sujets autour du podcast, Ouais. et en fait, on va faire un article par sujet. Donc, comment produire son podcast, comment le diffuser, comment le promouvoir, comment, etc. Donc ça, tu vois, ça va nous permettre de créer une grosse stratégie avec plein de contenus. Et là, on aura plus de chances, avec un gros maillage interne et externe, de remonter dans les positions. Souvent, c'est comme ça que ça se passe, hein. Quand tu parles d'un sujet de fond en comble dans différents articles et tu les lis tous entre eux, ça te permet de gagner du jus SEO en quelque sorte et te positionner plus facilement sur un mot-clé. Mais c'est sûr, pour revenir à la question de la concurrence, si vous voulez vous positionner sur un mot-clé et qu'il y a 5 mastodontes comme HubSpot ou comme je sais plus qui encore qui sont déjà positionnés là-dessus, c'est très compliqué. Et moi, j'en ai fait expérience avec le mot-clé Facebook Live. Ça fait 2 ans que je suis derrière HubSpot et je pense que je passerai jamais devant, quoi. Je suis toujours troisième, donc je pense qu'il y a... Écoute, je suis passé devant eux, donc moi j'en suis content, mais après j'admire beaucoup ce qu'ils font. En plus, on a travaillé avec eux sur des sujets de co-marketing et tout, donc mais c'est une bonne guerre, mais c'est compliqué, mais comme quoi c'est possible. Donc Oui, c'est possible, mais c'est compliqué. C'est vrai que quand tu as vraiment 2-3 mastodontes dessus, donc il y a ça aussi à prioriser. C'est pas juste se dire ah mais il y a déjà 30 blogueurs qui ont écrit là-dessus. Non, c'est pas trop grave, mais c'est vraiment justement s'il y a des gros sites qui ont écrit là-dessus et qu'en plus de ça ils ont fait un très bon travail, ça complique tout de suite les choses. Et comme tu disais, il vaut mieux aller chercher des mots-clés qui sont moins concurrentiels ou des mots-clés plutôt de niche. Donc on appelle ça les mots-clés de longue traîne. Donc plutôt de chercher à se positionner sur le mot-clé podcast ou créer un podcast. Peut-être que vous pouvez chercher les outils pour créer votre podcast ou comment enregistrer un épisode de podcast. C'est déjà plus spécifique. Exactement. Voilà. Écoute, on va peut-être passer à la suite de cette interview. Donc, deuxième chose que je voulais te demander, c'était sur la stratégie de contenu. Est-ce qu'on peut l'imaginer sans un blog, une chaîne YouTube ou un podcast? Question piège. Question piège. Moi, je te réponds oui. Vas-y, pourquoi et comment est-ce qu'on fait du coup? Tu t'attendais pas à cette réponse? Non, mais je me dis comment est-ce qu'il va argumenter ça, parce que j'ai l'impression que de base, vraiment quand tu crées cette fameuse stratégie qui est destinée à avoir du trafic organique, comment tu fais sans ces trois médias? Alors voilà. Alors attention, parce qu'effectivement, tout dépend derrière ce que tu mets sur stratégie de contenu. Si effectivement on se parle d'une stratégie de contenu organique, attention, il faudra, en tout cas si tu veux être positionné sur Google, bien entendu qu'il te faudra un blog ou une chaîne YouTube d'ailleurs, ou un podcast. Pour autant, une stratégie de contenu, moi je considère que ça se définit en fonction, si tu veux, des canaux sur lesquels sont présents tes cibles. Donc, en fait, un blog, YouTube ou un podcast, ça peut ne pas être pertinent. Typiquement, voilà, sur certains marchés, certains secteurs, je suis pas convaincu que le blog, YouTube ou le podcast puisse être le bon canal, le bon vecteur pour communiquer auprès de son audience. Tu vois, typiquement, si je prends un de nos clients, qui est un de nos gros clients avec qui on fait beaucoup de choses, qui s'appelle Le Safre. Alors Le Safre, c'est le leader de la levure chimique. Donc c'est pas connu, mais pourtant, je crois qu'un pain sur 3 produits dans le monde est fait avec leur levure. Donc c'est énorme. Ils font des milliards de chiffres d'affaires et eux, ils nous ont sollicité en fait, si tu veux, parce que leur levure, en fait, ils vont les vendre aussi à des boulangers, tu vois, principalement à des boulangers d'ailleurs. Et l'objectif, c'était de communiquer auprès de ces boulangers-là sur un peu tout ce qui se fait autour de Le Safre. Et pour ça, typiquement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une application mobile dans laquelle on a hébergé plein de contenus à destination des boulangers. Et donc, tu vois, pour le coup, la stratégie de contenu, elle est complètement in-app
elle est pas du tout sur un blog. En plus, elle est pas référencée, tu vois. Donc ça, c'était vraiment à destination d'une cible particulière, un peu privée, on va dire. Mais les contenus étaient ouais, vraiment hébergés sur une application. Donc, et comme tu le vois aussi, je pense que il y a de plus en plus aussi de freelance ou de marketeurs qui mettent en place des stratégies de contenu uniquement sur LinkedIn, par Oui, exemple. oui, oui. Voilà. Après, comme j'ai déjà dit aussi, je pense qu'il est quand même important aussi de se différencier, notamment de la concurrence, avec des formats qui vont être originaux et innovants. Tu vois, typiquement, si je reprends l'exemple de Le Safre, je trouve que pour le coup, c'est un format qui est original, d'avoir fait une application pour réussir à s'adresser au boulanger, tu vois. Tu peux aussi très bien, tu vois, être une entreprise du BTP, si je reprends l'exemple du BTP tout à l'heure, par rapport aux industries dites pas sexy, tu peux très bien faire un podcast demain où tu vas interroger des chefs de chantier, etc., les différentes professions, par exemple. Et ça, c'est un format qui est à la fois novateur, je pense, sur certains secteurs et Clairement. voilà, certains business. Donc, faut bien réfléchir, comme je l'ai déjà dit, à vraiment au persona et où se trouve ton audience. C'est là où tu produiras en fait tes contenus. Mais franchement, tu as super bien répondu et ça me fait penser à plein d'idées là comme ça que j'ai pas pensé. Mais prenons par exemple Gemio, la fondatrice Pauline Legnaud, elle a créé un podcast pour la marque Gemio dans Ouais. lequel elle interviewe des couples. Si j'ai bien compris, elle interviewe des couples. En sachant que Gemio, c'est une marque qui vend des bagues de fiançailles, c'est logique d'interviewer des couples dans un podcast. Et je pense qu'ils parlent de relations, d'amour, etc. Je sais plus exactement de quoi ils parlent, mais c'est comme ça qu'ils touchent également leur cible, et pas seulement avec du bouche à oreille ou de l'ads. Et c'est vrai que si on prend un autre secteur comme le prêt-à-porter, c'est sûr et certain qu'ils vont plutôt être sur Instagram ou sur Pinterest, par exemple. Exactement, ouais, tout à fait. Donc voilà. Écoute, parfait. On passe à la suite. Mais la suite, c'était justement par rapport aux content pillars et enfin aux piliers de contenu. Tu en as déjà un peu parlé, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut revoir par rapport aux piliers de contenu? Donc, comment créer cette page-là? Comment l'agencer? Est-ce que ça prend du temps? Est-ce qu'on le fait en une fois ou en plusieurs fois? Enfin, peut-être nous en reparler un peu plus. Ouais, effectivement, le content pillar page, topic cluster, c'est des termes un peu trop anglophones peut-être pour décrire effectivement, comme tu me le disais, un concept qui est simple. En fait, en gros, on parle plus de cocon sémantique en bon français, clairement, mais en gros, le concept est le même. La stratégie de topic cluster avec des pillar pages et des articles de blog, l'objectif, c'est de créer en fait un écosystème de contenu autour d'une thématique précise pour ranker sur Google, ni plus ni moins. Donc voilà, ni plus ni moins. Et donc en fait, tu vois, si on prend l'exemple de Gemio dont tu parlais, tu vois, si demain ils peuvent très bien, tu vois, créer un topic cluster autour de juste du terme, je sais pas, joaillerie par exemple ou bijoux, tu vois, par exemple. Et après, ils vont pouvoir étayer ce topic cluster là avec des articles dédiés à tu vois, à la bague, le collier, tu vois, enfin tous ces produits là, ça leur permet de décliner vachement, tu vois, en fait les différents produits qu'ils vendent via des articles ou des pages piliers qui vont aborder tel ou tel sujet. Alors après, sur effectivement la partie vraiment production en tant que telle, c'est un contenu qui est, oui, plus long à produire qu'un article. Je dirais que c'est à peu près le même temps de production qu'un livre blanc, qu'un e-book d'une dizaine, quinzaine de pages. Mais pour moi, ce qui est important, c'est vraiment toute la phase en amont de la production et toute la réflexion qu'il y a derrière, tout le plan détaillé que tu vas produire et qui va vraiment répondre aussi à toutes les questions en fait que tes visiteurs se posent sur le sujet. Donc nous, vraiment sur l'exemple du content marketing, en fait, on avait déjà, si tu veux, produit un livre blanc sur le sujet et on s'est dit en fait, on va prendre certains de ces éléments-là et on va finalement les détailler au sein de cette pillar page là. Et on a essayé d'être le plus exhaustif possible. Pour moi, ça c'est vraiment hyper important. Je trouve qu'aujourd'hui le débat du nombre de mots, donc 2000, 5000, 10 000, n'est pas important. Et tu vois, Backlink Code, pour le coup, Brian Dean fait ça très bien parce que je pense que il se capte absolument pas et il dit tout ce qu'il a à dire et que ça fasse 10, 15 ou 20 000 mots,
c'est pas le problème. Ouais, Le- ouais, c'est clair. L'objectif pour lui, voilà, c'est juste de répondre à la question de base qu'il pose au début de l'article et de la façon la plus exhaustive qui soit, tu vois. Et, euh, et donc moi, si je devais donner un conseil là-dessus, c'est déjà identifier quelles sont les thématiques stratégiques pour votre business. Je sais pas, tu vois, toi pour le coup, Danilo, Publicité Facebook, par exemple. exactement, et voilà. Et donc, une fois que tu as cette thématique-là, tu vas essayer de creuser le sujet le plus en fond possible, de fond en comble, et essayer en fait de répondre aux différentes problématiques de ce sujet-là au travers d'articles ou de pages piliers. Et à la fin, tu auras en fait un écosystème de contenu qui répondra à ta thématique et qui rankera sur Google si tu fais bien le travail après de maillage interne et externe, quoi. C'est ça. En fait, il faut vraiment imaginer un cercle avec au milieu votre article pilier et à chaque extrémité du cercle, une dizaine d'articles. Donc, on appelle ça comment encore les topic clusters? Je sais plus exactement. Oui, alors c'est compliqué parce que chacun a ses termes. Ouais, Et moi, je t'avoue qu'il y a encore quelques mois, je me mélangeais un peu les pinceaux. Donc en fait, t'as la stratégie pour moi de topic cluster. Donc c'est ça, c'est vraiment un cluster. C'est un terme qu'on utilise un peu trop souvent en ce moment, pas pour le même sujet, mais bon. Donc un cluster où en fait, bah voilà, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. C'est en fait un écosystème, voilà, dans lequel tu as plein de contenu là pour le coup, et un cluster sur un topic, sur un sujet précis. voilà. Donc ça, c'est la stratégie qui s'appelle le topic cluster. Et après, tu vas avoir effectivement les contenus. Donc tu peux appeler ça des content pillars ou des pillar pages ou des pages piliers en bon français. Mais une page pilier, c'est quoi? C'est une page effectivement qui est assez dense. C'est un article plus. C'est entre l'article et le livre blanc, Le livre l'ebook. blanc, ouais. Voilà. Et après, tu vas avoir sur des sujets qui sont un peu plus précis, pour lequel tu n'as pas forcément besoin de faire une pillar page, tu vas faire des articles. Donc tu vois, nous, si je prends l'exemple du content marketing, on a notre pillar page sur le content marketing. Et après, derrière, comme je t'en parlais tout à l'heure, on a fait Ouais. plein d'articles autour du sujet du content marketing, mais qui sont pas forcément abordés. Tu vois, tu peux pas aborder, par exemple, le sujet de la newsletter, qui fait partie d'une stratégie de content marketing, mais tu peux pas l'aborder dans sa totalité au sein même de la page content marketing. Sinon, là, pour le coup, Oui. ta page, elle fait pas 10 000 mots, elle en fait Là, on 100 fait 000, 100 quoi. 000, c'est ça. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que dans la pillar page, c'est très intéressant ce que tu dis, c'est que Ouais, vous allez aborder différents thèmes, on va dire différents chapitres, mais vous n'allez ouais. pas aborder le chapitre de fond en comble, vous allez juste en parler un tout petit peu et puis faire un lien vers la fameuse page. Mais c'est vrai que, Exactement. et j'allais aussi ajouter qu'en fait, la pillar page, vous pouvez la créer au tout début et après la remplir chaque mois Ouais, d'une sorte de, comment dire, d'introduction au contenu que vous venez de créer. Donc moi, j'imagine, par exemple, pour écrire une pillar page sur le guide de la publicité Facebook en 2020, puis après mettre les 10 chapitres, par exemple les 10 questions les plus fréquentes sur la pub Facebook. Et pour ça, je pense que tu connais les outils, il y a genre Uber Suggest ou encore Answer the Public, vous tapez votre mot-clé et puis après il vous donne les questions les plus fréquentes sur le mot-clé. ouais, Et vous créez au fur et à mesure du temps, pas forcément d'un coup, tous des articles sur base des questions. Alors que vous avez déjà créé auparavant la page pilier, qui sera peut-être pas parfaite au début, mais vous allez toujours alimenter, vous allez faire des maillages internes, rajouter du contenu, et ainsi de suite. Enfin, moi, c'est comme ça un peu que je vois la chose. Je sais pas, en tout cas pour quelqu'un qui travaille tout seul, parce que moi je travaille tout seul sur mon contenu, quasiment, c'est la méthode la plus simple, je pense. Après, c'est vrai que si vous êtes en équipe, bien sûr, on peut créer la page pilier dès le début, et après, d'autres freelances peuvent faire les pages. J'arrive plus à trouver le nom ouais. des pages, malheureusement, mais les autres pages qui sont liées à la page pilier, quoi. Donc, sur les topics. Ouais. Moi, si tu veux, c'est pour le coup, toutes les pages qui vont être liées à ma page pilier, ça va être des articles, et c'est directement hébergé sur notre blog. Après, sur les pillar pages, tu vas avoir aussi plein de formats différents. Euh, Surtout aux US où pour le coup ils sont vraiment davantage au fait en fait de cette pratique-là, et tu vas avoir des pillar pages qui sont ni plus ni moins que des sommaires, tu vois. Et en fait ça va être un sommaire avec une introduction, un édito. En fait, si on reprend l'exemple du livre, c'est clairement ça, quoi. Quand tu commences un livre, parfois en fait tu vas avoir une préface, tu vas avoir un sommaire, Ouais. et après tu vas rentrer dans le bouquin avec le premier chapitre. Mais là, tu peux faire exactement la même chose finalement. Tu peux aussi présenter le concept, expliquer un peu certains termes, certains sujets, et après renvoyer vers tous tes chapitres, quoi. Et il y a même des pages, des pages piliers, surtout US, hein, comme je le disais, Ouais. qui sont clairement
en fait designé comme un bouquin, tu vois. Et tu vas avoir vraiment chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, conclusion, etc., Ouais, etc., quoi. exactement. Exactement, bah, il Voilà. y a ça sur, le Backlinko et là, tu vas trop rigoler. Pendant Ouais. que tu parlais, ben, je tapais Pillar Page sur Google et je suis tombé sur votre, page Yes. en première, en Positif. haut de ouais, en première position et je vois Pillar Page et Topic Cluster, mais je vais le mettre aussi dans les notes parce que c'est intéressant, quoi. C'est vraiment comme tu dis, tu vois, tu as l'intro, puis après tu as les chapitres et parfois tu as des liens vers d'autres pages qui parlent de ça, quoi. Mais c'est très bien fait, quoi. C'est vrai que du point de vue de la mise en page, c'est très simple à lire. Il y a beaucoup de médias, ça tu l'as pas forcément précisé, mais dans ce genre de page-là, il faut qu'il y ait beaucoup de médias, vidéos, images, infographies, avec des petits Mm. schémas. Ça, c'est important Ouais. aussi, quoi. Ouais, c'est important pour apporter de l'interactivité et puis du dynamisme à la page. C'est vrai que si tu es tout le temps sur de l'écrit, bon, après, tout dépend aussi comment est structuré comment sont structurés tes textes, mais voilà, il faut une page qui soit aérée, qui soit agréable à lire, à voir, à naviguer. Enfin, c'est hyper important vu que c'est des pages qui sont assez longues. Il faut voilà, il faut que la lecture soit agréable pour le visiteur, quoi. Exactement. Ça, c'est pas facile. Donc, il faut des bons développeurs ou alors il faut avoir une bonne structure de page sur WordPress. Bref. Exactement. Bah, écoute, merci pour ces précisions-là. De toute façon, je vais quand même mettre la fameuse page que j'ai trouvée dans les notes de l'épisode. Je la garde en tête. Mais si tu veux, on peut aussi passer au sujet suivant qui était le fait de recycler ou réutiliser le contenu. La méthode Gary Vee que tu connais et que vous avez nommé Content Cascade. Je sais que vous avez plein de mots-clés spécifiques pour chacune de ces méthodes que j'avais jamais entendu d'ailleurs. Content Cascade, il y en avait encore un autre tout à l'heure qui m'a fait un peu rire. Je sais pas c'était quoi comme nom, mais j'avais jamais entendu. Et bref, cette méthode-là, elle est ultra utile pour les petits budgets, pour vraiment les petites entreprises ou les consultants freelance qui n'ont pas forcément le temps de créer une pillar page toutes les semaines, mais qui veulent réutiliser du contenu qu'ils ont déjà créé. Et ça serait peut-être bien qu'on voit ensemble, vous, la méthode que vous utilisez, parce que moi j'en ai une personnellement qui est connue, celle de Gary Vee, ou enfin, le Ouais. truc basique, mais peut-être que vous avez une méthode différente ou que tu peux expliquer différemment que moi que je l'ai expliqué. Voilà. Ouais, effectivement, Gary Vee, c'est clair qu'il a mis un pavé un peu dans la mare avec son article Ouais. comment faire 64 formats Exactement, de ouais. contenu en une journée. Bon, après, c'est Gary Vee, hein. Voilà, c'est quand même quelqu'un c'est une personnalité, donc il pousse aussi un peu les choses. Oui, Euh, voilà. quand même. Mais voilà, je sais pas si tu peux faire vraiment 64 contenus en une journée. Compliqué, quoi. Ouais, mais pour autant, l'idée effectivement derrière, et qui est hyper intéressante, et surtout quand tu n'as pas forcément beaucoup de budget, c'est qu'en gros, tu vois, on se parlait de Pillar Page, et ça peut être typiquement ton contenu central, on va dire. Ouais. Et en fait, après, l'idée, c'est de le décliner en plusieurs sous-contenus que tu vas activer en fait sur différents canaux. Moi, c'est vrai que je crois que en plus le terme content cascade, je l'ai volé à quelqu'un d'autre. Je l'ai lu quelque part, et en fait, j'ai trouvé que c'est ça. Enfin, ouais, j'ai trouvé que le terme était bon parce que pour moi, c'est ça, c'est une cascade, tu vois. Je vais pas partir après dans des métaphores Ouais. à la Van Damme, tu vois. Ah, Mais Van disons Damme, que, exactement. mais pas pour critiquer Van Damme, Ah, j'adore. j'adore aussi. Voilà. Mais en fait, voilà, tu vas avoir au début de ta cascade un gros volume d'eau, hein, du coup. Et là, en fait, tu vas avoir aussi ton contenu master. Et en fait, petit à petit, une cascade, ça se transforme en rivière, en affluent, etc. Et donc, c'est là où, en fait, tes contenus, ils peuvent dévier aussi. Et puis, tu peux en faire d'autres choses. Donc, par exemple, si tu produis demain un livre blanc, en fait, derrière, tu vas pouvoir faire plein d'autres choses. Tu vas pouvoir faire des articles. Tu vas pouvoir faire une pillar page. Tu vas pouvoir faire une vidéo, des interviews autour du livre blanc. Peut-être que tu avais déjà interviewé des personnes, des experts, des clients pour ce livre blanc-là. Tu peux en faire des success stories avec tes clients. Tu peux en faire des interviews d'experts que tu peux transformer en article, que tu peux diffuser en podcast, que si tu as enregistré en vidéo, tu as aussi en vidéo. Tu peux en faire après des contenus snacks pour les réseaux sociaux, donc des petites capsules, des citations, ce genre de choses-là. En fait, la philosophie derrière ça, c'est en fait produire un contenu maître, vraiment un contenu central, qu'après tu vas essayer de décliner en le plus de sous-contenus possible. Alors après, bien entendu, hein, comme je l'ai déjà dit, attention aussi à adresser sur les bons canaux vos audiences, quoi. Donc
Donc, ça sert à rien, par exemple, de faire des podcasts si vous savez que votre audience n'écoute pas de podcast, typiquement. Mais ouais, l'idée, c'est vraiment de décliner votre contenu master en plein de contenus différents. Et nous, comme je te l'ai dit, on l'a fait en fait avec notre livre blanc, Oui. avec nos articles, avec nos pillar pages. Demain, moi, j'ai un objectif, c'est de produire plus de podcasts. Et pour ça, je pense qu'en fait, je vais tout simplement faire de la vidéo. Je vais enregistrer mes podcasts en vidéo. Ouais. Donc, comme ça, j'aurai un canal qui sera YouTube pour lequel je vais avoir du contenu. Je vais pouvoir abreuver ma chaîne YouTube de contenu et aussi attaquer peut-être une nouvelle audience que je chope pas sur d'autres canaux. Donc ça, c'est aussi intéressant. Une fois que j'ai cette vidéo-là, effectivement, je vais pouvoir en faire un transcript. Je vais pouvoir du coup en avoir un article. Je vais pouvoir extraire l'audio. Et puis je vais pouvoir du coup avoir un podcast que je vais mettre sur Spotify, Apple, etc. Donc la philosophie, c'est ça. Et je pense que c'est hyper important quand tu débutes et que tu n'as pas trop de budget, de te mettre direct là-dedans. Et je crois que tu avais une question aussi autour des différents outils qu'on peut utiliser, surtout quand on n'a pas beaucoup de budget. Vas-y, si tu peux en donner, vas-y. Ben, moi, je trouve que peut-être te faire rire, mais l'outil le plus simple pour moi, c'est le smartphone. Voilà. Non, mais Pourquoi? Pour quel mais exemple? Pour se parce que filmer ou pour s'enregistrer? ouais, parce qu'en fait, on a tous maintenant des smartphones qui sont de plus ou moins bonne qualité, mais c'est quand même de bonne qualité. Je veux dire, on peut faire tous des vidéos qui sont clairement potables. Ouais. Et voilà. Et franchement, tu as ton téléphone, tu achètes un tripod et tu vas à la rencontre de tes clients, tu vas à la rencontre d'experts. Tu viens avec ton téléphone, un micro portable ou quoi, ça coûte que dalle. Et même ton micro d'iPhone, par exemple, il fait très bien le taf. Et là, tu vas pouvoir faire une vidéo. Voilà. Et puis après, tu fais un petit peu de montage derrière ou pas du tout. Moi, j'aime bien l'authenticité aussi sur les vidéos. Ça me parle vachement plus que les vidéos qui sont trop comment dire, trop montées, ou avec trop de motion. Ou, tu vois, enfin, c'est un peu, parfois c'est un peu, voilà. Moi, j'aime bien aussi un peu l'authenticité. Et il y a des mecs qui font ça très bien, notamment l'ex-VP de marketing de Drift, Dave Garhart, qui a un podcast privé et où il s'enregistre dans sa voiture. Parfois, le micro, il n'est pas hyper quali, etc. Mais j'ai envie de dire, parfois, on s'en fout. Ce qui est le plus important, c'est le contenu que tu as derrière, tu vois. Et donc, voilà, tu prends ton téléphone, tu vas interviewer un client en vidéo. Après, tu as une vidéo, un podcast, tu peux en faire un article. Si tu fais 10 vidéos, tu peux packager ça en un espèce de je sais pas, de film, ou tu peux aussi en faire, si tu fais des transcripts, tu peux en faire un guide où tu vas retrouver, je sais pas, 10 interviews de clients, 10 success stories. Enfin, moi, je trouve que c'est aujourd'hui hyper simple de produire du contenu pour pas cher, quoi. Moi, j'allais dire. Moi, j'aime bien tes idées. Franchement, là, depuis tout à l'heure, je suis en train de penser à plein de choses sur comment tu peux réutiliser du contenu. Là, tu parlais du fait que tu voulais faire des podcasts et t'enregistrer en même temps. Mais même en soi, le podcast, tu peux le découper. Enfin, même ce podcast-là qu'on fait, tu pourrais tout à fait. Enfin, moi, je te devrais totalement le réutiliser avec les couleurs de ta marque, si on a envie, et mettre que tu es passé dessus et aborder chaque sujet. Ah, par exemple, sujet 1, c'est quoi une stratégie de contenu? Sujet 2, est-ce qu'on peut faire une stratégie de contenu sans blog, une chaîne YouTube? Et là, tu peux le mettre où tu veux, sur vos réseaux sociaux, tu peux même en refaire un article. Enfin, il y a plein de trucs hyper intéressants à faire avec un contenu qu'on a déjà créé. Le problème, c'est qu'on est tous dans une mentalité de créer toujours du contenu neuf, pardon. Mais en réalité, vous pouvez tout à fait innover à partir d'un contenu qui est déjà existant, un contenu master, comme tu disais. Et le contenu master, c'est pas forcément obligé d'être un podcast, une vidéo, un article. Ça peut être aussi une conférence que vous avez donnée qui a été enregistrée. Ça peut être, je ne sais pas moi, un carrousel sur Instagram. Ça peut être n'importe quoi en fait. Franchement, c'est ça qui est intéressant. Après, avec une citation, c'est un peu difficile, mais même avec une citation, pour en faire des stories, pour en faire j'en sais rien, moi, des gifs, il y a plein de choses à faire avec une simple citation. Tu peux faire une citation, par exemple, tu vois, tu peux l'extraire de son contexte et puis en créer, par exemple, un débat derrière, tu vois. Genre, moi, je suis sûr qu'il y a des citations, que tu peux extraire de notre échange en ce moment-là et puis en faire derrière un article débat ou un webinar. Tu vas dire, par exemple, voilà, Alexis, il a dit que on pouvait produire du contenu avec un téléphone. Est-ce que vous êtes d'accord? Et ben, tu fais un webinar d'1 heure avec, je sais pas, 4 experts derrière. Et ben, ce truc-là, tu l'enregistres, tu as une vidéo. Exactement. Et pareil, après, voilà, tu peux décliner en. Ça, c'est trop bien dit aussi. Ça, c'est trop bien dit. Même les webconférences sont déclinables aussi. À chaque fois que j'en fais, je me dis, ah tiens, ça, on va pouvoir le réutiliser. Je mets le lien de la webconférence quelque part dans mon ClickUp. Et puis après, on a fait également des petits montages. Enfin, franchement, c'est trop intéressant de recycler le contenu. Et c'est vraiment un truc sur lequel je suis hyper bavard parce que dès qu'il s'agit en fait d'économiser du temps ou de l'énergie, j'essaye de trouver les astuces, quoi. Bref.
T'as autre chose à dire là, est-ce que tu as autre chose encore à dire là-dessus? Non, après, ouais, bon, j'avais noté aussi un autre outil Ouais. qui va Ah te oui, faire des rire outils. aussi. Continuons si tu veux, vas-y, Euh, vas-y. ouais, non, mais pour moi, tu vois, il y a deux outils qui sont peu coûteux et qui sont primordiaux. Je t'avais dit, ton téléphone, c'est un outil formidable pour produire du contenu. Et pour moi aussi, l'un des outils dont on a déjà parlé, mais dont j'aimerais aussi reparler, c'est Google en fait. Ouais. Google, on l'utilise tous les jours, mais en fait, on se rend pas compte à quel point c'est puissant et à quel point tu peux, en fait, choper énormément d'informations sur ce que les gens recherchent, sur ce que les gens attendent comme réponse. Et ça, j'en ai déjà parlé au début, mais analyser les intentions de recherche sur un mot-clé, je trouve qu'aujourd'hui, c'est vraiment la chose qui est la plus importante à faire avant de créer du contenu autour du mot-clé que tu as choisi. Oui. Donc je trouve qu'il faut lire la concurrence, il faut la regarder ce que font ceux qui sont bien positionnés sur le mot-clé. Et déjà, rien qu'en faisant ça, ça va te donner plein d'idées de création. L'idée, c'est pas de copier forcément ce que tu vas voir, mais moi, quand je vais lire des articles de un tel ou un tel, je vais me dire, ah tiens, mais en fait, ce sujet est hyper intéressant. Peut-être qu'en fait, moi, sous l'angle du content marketing, je peux l'aborder de cette façon-là. Et c'est comme ça aussi que parfois j'ai des idées de création de contenu. C'est aussi en allant voir la concurrence. Et ça, Pareil. franchement, je vous invite vraiment, vraiment à le faire. Moi, les trois quarts de mes idées viennent de ça, je pense, hein. Vraiment, c'est de lire des articles. Donc, avec un outil comme Feedly, vous voyez tous les articles qui ont été publiés par des médias ou des blogueurs. Mais même, c'est vrai que Google, tu tapes un mot-clé, tu vois tous les articles qui ont été créés là-dessus. Mais après, tu as même Google qui te suggère d'autres mots-clés de Ouais. longue traîne qui sont liés aux mots-clés que tu as recherchés. Enfin, il y a plein de trucs à faire. Après, si vous voulez pas vous casser la tête à faire des recherches pendant des heures et des heures sur Google, vous prenez un outil comme Ubersuggest ou SEMrush. Vous tapez le mot-clé et puis après, il vous donne toutes des suggestions, des questions, des comparaisons, des mots-clés reliés, relatifs, je sais plus comment ils appellent ça encore, des mots-clés relatifs, un truc comme ça. Donc, Ouais. Ouais, c'est ça, tu as les mots-clés LSI. oui, LSI, oui. Ouais. Mais oui, Google pour ça est hyper puissant. Et franchement, je trouve que c'est sous-évalué comme outil, tu vois, pour vraiment essayer je trouve, d'enclencher sa réflexion dans la création de contenu et tout. Donc, voilà. Non, c'est vrai que c'est sous-évalué. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui savent l'utiliser correctement, mais il y a plein de trucs à faire. Même dans les recherches, vous tapez par exemple site, point, et puis après vous mettez le nom du site. Vous pouvez voir tous les contenus qu'ils ont publiés ou un truc comme ça. Enfin, il y a plein de, je sais plus comment on appelle ça encore, de recherches spécifiques qu'on peut faire avec certains symboles qui permettent d'en savoir plus sur un site en particulier, Exactement. quoi. Ouais, tout à fait. Je t'ai entendu parler aussi de Feedly. Ouais, Du ouais. coup, tu Le parles top, à un des plus gros, ouais. tu parles à un des plus gros fans de Feedly. Ouais. Je pense que, je l'utilise depuis le tout début de Ah la ouais? création de Feedly. Donc ça fait quand même déjà, Moi, 3 ça ans, je fait, pense, un truc comme ça. mais je pense que moi, ça doit faire au moins 6 ans, Ouais, 6 6 ans, sept ouais, ans, je c'est pense. beaucoup, quoi. Ouais. Et je pense que c'est l'outil que j'utilise le plus au quotidien. J'utilise tous les jours et en fait j'ai vraiment fait l'effort d'organiser en fait ma veille et toute la connaissance en fait qu'aujourd'hui j'essaie d'avoir grâce à certains sites, notamment Backlinko et tout. Et en fait, Feedly te permet de centraliser tout ça au sein d'un seul et même outil. Et moi, en gros, c'est mon journal télé à moi, quoi. Pareil. Je regarde pas les infos, mais Feedly, j'ai toutes les infos que je veux sur tous les sujets que je veux, parce que tu peux vraiment organiser ça comme tu le souhaites. Et c'est hyper pratique, c'est gratuit, franchement, c'est génial. Non, on est d'accord, on est d'accord. Enfin, même les autres applications que tu as pas citées, peut-être les applications de podcast ou YouTube, hein, c'est là aussi qu'on trouve les idées de contenu. Enfin, là, on parle principalement d'applications, d'outils pour faire du Mm. contenu et pour trouver des idées de contenu. Après, bien sûr, à vous de voir si vous voulez des apps spécifiques pour Instagram, pour Facebook, pour LinkedIn. Il y en a plein, bien sûr. Mm. Voilà. Écoute, dernière petite question que j'allais te poser avant de conclure le podcast, c'était la question de, je sais pas comment le dire comme ça, mais de copywriting, c'est à partir du moment où tu as créé du contenu, bien sûr, tu dois attirer l'attention des gens, tu dois créer de l'intérêt. Est-ce que vous avez des Ouais. tactiques spécifiques ou des trucs sur lesquels vous faites super attention lorsque vous créez un contenu? Ça peut être le titre, l'accroche, l'introduction, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des choses que tu peux partager là-dessus pour Ouais. ceux qui créent du contenu? Voilà. Je te laisse, Ouais, alors c'est un sujet qui est ultra important et parce qu'effectivement si t'accroches pas à la personne, t'as beau avoir fait en fait derrière
ta PR page de 10 000 mots, ton article de 5 000 mots, ce que tu veux, ou même une vidéo, si ton titre il attire pas l'attention, en fait tout ça aurait servi à rien, et c'est quand même dommage. Donc c'est ultra important de tester en continu, et moi je le fais vraiment tout le temps, tester différentes approches en fait pour tes titres, que ce soit sous forme de questions, sous forme d'affirmations, juste un seul mot. Moi j'ai fait des tests parfois avec des erreurs, hein, carrément dans l'objet du mail, parce que je me suis dit que ça allait ouvrir plus, Ouais, parce que et ça marche. ça marche. Et c'est intéressant, Et ça. ça marche. Ouais. Ouais, mais par exemple, tu vois, ne pas mettre de majuscules en début Ouais. d'objet. Parce que forcément, en fait, la personne qui va recevoir le mail va se dire, ok, c'est pas forcément en fait un mail commercial ou promotionnel, ou c'est un mail personnel. Exactement. Voilà. C'est vrai que j'avais déjà entendu parler de ça. Ça j'aime bien. C'est une pratique qui est faut pas l'utiliser tout le temps, parce que bon, au bout d'un moment, c'est quand même pas hyper quali, je trouve, en termes Oui, tu vas pas le faire toutes les semaines. voilà, exactement, mais c'est quelque chose à essayer et qui fonctionne plutôt bien. Après voilà, tu connais, et tu as d'ailleurs un article hyper intéressant sur le sujet de la méthode AIDA notamment. Ouais, ça par exemple, Après, ouais, vas-y, continue. ouais, non, mais c'est une méthode qui est vraiment, mais enfin hyper pratique, voilà, pour créer en fait des messages qui vont convertir, hein. Je pense que enfin, je peux pas en dire plus que de renvoyer à ton article qui est vraiment hyper complet sur le sujet. Euh, Merci beaucoup. mais non, ce que je dirais sur le copywriting, ça je t'en prie. Et non, ce que je peux dire sur le copywriting, c'est que ouais, moi j'essaie aussi d'essayer davantage, de plus en plus, de parler à nos clients, enfin en tout cas à nos lecteurs, d'une façon moins formelle et moins corporate que ce qu'on peut faire de base, on va dire. Je trouve qu'on a vachement tendance en fait à parler de façon hyper alambiquée, hyper formelle, quand on écrit des contenus, ou qu'on prend la parole devant une caméra par exemple, alors qu'au finalement il y a quelqu'un qui est très bon là-dessus, c'est Grégoire Gambato de Germinal, qui effectivement Ouais, lui mon a Dieu, un ouais. discours, a une façon de parler. Ouais, après c'est l'extrême, hein, c'est voilà. Mais, C'est vraiment l'extrême. je dis pas d'aller. Ouais, je dis pas voilà forcément d'aller dans ce sens-là, mais disons que peut-être que trouver une espèce de juste milieu en fait entre être trop formel et pas assez, ça permet parfois en fait de mieux faire passer les messages. Quand tu parles, quand tu écris de la façon dont tu parles, alors attention, hein, il faut bien parler forcément, sinon tu écris n'importe quoi, mais je trouve que voilà, il faut essayer aussi d'avoir des phrases courtes, des phrases simples, short, percutant. Et voilà, je trouve que le copywriting, ça s'arrête jamais en fait. C'est un sujet tu peux toujours être meilleur. Tu auras toujours des nouvelles tactiques, des nouvelles stratégies. Donc ça, c'est pour ça aussi que c'est passionnant. Et chez nous, tu vois, je trouve que on n'a pas encore trouvé la bonne formule, mais on cherche vraiment à trouver le tone of voice, tu vois. Et t'as des marques aujourd'hui qui font ça très Ouais. très bien J'allais et qui dire. s'adressent super bien à leur cible. Pour moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus difficile aujourd'hui, je trouve. Ouais, j'allais te dire, moi, le tone of voice, c'est un truc le plus compliqué quand on commence à écrire du contenu, et surtout les fameuses accroches, les titres, les objets d'email, c'est de trouver la bonne tonalité, la bonne approche. Après, écrire, c'est vrai que enfin, moi, en tout cas, quand j'écris un email, j'écris comme je parle. Quand j'écris un post LinkedIn, c'est un peu pareil. Donc c'est vrai qu'il faut être bref, il faut avoir des phrases courtes, il faut être percutant, c'est la base. Mais après, le tone of voice, donc la tonalité que vous allez avoir, très compliqué, il faut vraiment y réfléchir, il faut tester un tout petit peu. Si on prend l'exemple de Grégoire Gambato, je suis sûr qu'il n'est pas arrivé du jour au lendemain avec ses posts toujours très percutants. Peut-être qu'il a pris du temps d'apprendre à créer des posts comme ça, mais maintenant ça cartonne et il le fait tout le temps parce que ça marche. Et pourtant, enfin, s'il serait venu à faire ça il y a 1 an et demi, tout le monde aurait dit oh non, tu peux pas t'exprimer comme ça sur LinkedIn, et pourtant ça marche bien. Mais je pense aussi qu'il y a plein de gens à qui ça ne plaît pas. Et clairement, il Oui, y a peut-être. forcément une bonne partie aussi de son business qui se coupe à cause de ça. Mais je pense clairement que la majorité aussi des gens qui le suivent aussi grâce à ça. Donc je pense Oui. qu'en fait, il a trouvé son tone of voice par rapport à sa cible. Point barre. Donc après, effectivement, Ouais. il va peut-être pas s'adresser à des institutionnels ou il va peut-être pas Oui. forcément vendre des formations au ministère de la Défense demain.
Mais C'est clair. alors que quoique finalement, peut-être que finalement je me trompe, mais en tout cas, il a trouvé sa tonalité par rapport à sa cible, et c'est ça aujourd'hui qui est le plus important, Ouais, c'est quoi. ça. Bah, sa cible, c'est des marketeurs, c'est des start-upers, c'est des souvent je dirais des dans la vingtaine, la trentaine, donc c'est peut-être pas les comme tu dis, les gérants de boîtes, plus institutionnels, des directeurs marketing qui ont 50 ans, je pense pas qu'ils vont se retrouver dans son discours. En plus de ça, bon, on va pas faire un webinaire un podcast sur Germinal, mais je pense qu'ils ont un peu changé leur modèle d'affaires, donc comme ils vont dans de la formation et qu'ils veulent éduquer principalement des marketeurs à leur méthodologie, ça fait sens de parler comme ça, d'avoir cette approche-là, d'être très direct et percutant. Voilà, enfin bref, on va plus parler de tout ça, mais c'était intéressant ce que tu as dit. Vraiment sur la tonalité, je m'attendais pas à ce que tu parles de ça. Je pensais que tu allais me dire: «Ouah, faire un titre, faut mettre de la spécificité, des comment et cetera». Si, Mais mais ça, c'est ouais, intéressant en mais effet. ça, non, et après, si, il y a une chose que je peux ajouter, c'est plus sur vraiment, bon, ça, après, je crois que tu en parles aussi dans certains de tes articles, mais Ouais, je trouve que les CTA aujourd'hui, les call to action, euh, euh, je trouve qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour que ce soit, pour que ça convertisse davantage. Et moi, je parle vraiment de call to value, plus que de call to action. Et juste, voilà, s'inscrire ou s'abonner ou euh, ou rejoindre tel truc, tel truc. Je trouve que voilà, c'est pas du tout ça le fait moins, ouais. alors c'est pas assez spécifique déjà de une. Et puis effectivement derrière, tu ne montres pas la valeur en fait, que la personne qui va cliquer sur ton CTA va recevoir. Donc c'est hyper important de vraiment, je trouve, bien expliquer ce que derrière tu vas avoir quand tu vas cliquer Mais ça, c'est trop bien dit. Ça, c'est trop bien dit parce que c'est ce que je me dis à chaque fois, avant ou dans mon call to action, je veux qu'il y ait la valeur qui est explicitée. C'est-à-dire que je veux que la personne qui clique sur le bouton sache ce qu'elle enfin, et un désir fort de cliquer dessus, soit parce qu'il y avait une liste à plus devant qui donnait vraiment envie, ou soit parce que le call to action en lui-même était top. Et ça peut être une petite ligne, ça pourrait être commencer à économiser de l'argent maintenant ou commencer Ouais. découvrez votre prochain look pour l'été, j'en sais rien. Mais c'est vrai qu'il doit y avoir de la valeur dans le call to action en lui-même. Parfait. Oui, exactement. Et puis ça convertit clairement davantage. Et moi, tu vois, ce que je vois je crois que c'est la landing page de notre newsletter. L'idée, Ouais. c'est de dire, quand tu cliques, c'est devenez un expert du content marketing. Mais derrière, c'est ça aussi l'objectif. C'est top. Et c'est ce que moi j'essaie de faire en produisant avec mon équipe ces contenus qu'on produit, tu vois, qui ont vraiment pour vocation à faire en sorte que nos clients ils deviennent des experts du sujet, tu vois. Et c'est ça clairement la valeur, et je trouve qu'il faut vraiment l'afficher, et c'est aussi affirmer un positionnement, et ça c'est encore plus important, quoi. Donc, Exact. Ben, franchement, tu as très bien terminé ce point sur le copywriting, on va dire. Si t'as plus rien à dire là-dessus, je vais te poser deux petites dernières questions de fin avant de conclure le podcast. C'est la traditionnelle question de la pub Facebook. Est-ce que vous l'utilisez pour vos clients ou alors pour promouvoir votre propre activité pour trouver des clients pour You Love Words? alors pour notre activité, pas encore, à mon grand regret. Ouais, franchement, il y a des choses à faire, Mais hein. Franchement, dans votre ouais, cas, ouais. Bah, mm, c'est prévu en fait. En gros, si tu veux, j'avais pas forcément de stratégie vraiment identifiée en Facebook Ads, et c'est pour ça que j'ai aussi pas voulu en faire pour le moment. Mais là, par contre, d'ailleurs, c'est une petite annonce. Mais là, dans les prochains jours, on va sortir un nouvel outil en fait. C'est un simulateur, un calculateur de budget en fait, de content marketing, où en gros, c'est un vrai site qui sera mis en ligne dans les prochains jours, et où tu pourras en fait rentrer tes différents besoins, les contenus que tu souhaiterais produire, etc. Et on te c'est sort à la génial. fin une estimation de budget, et tu peux recevoir ce rapport détaillé en PDF par email, prendre rendez-vous directement avec un content stratégiste pour en discuter, etc. Donc, Eh ben, je suis hyper content de ce qu'on a fait. tu vas trop rigoler, mais je vais faire pareil, un spoiler pour moi aussi. C'est un truc qu'on a en tête avec mon développeur Dylan, c'est qu'on a envie de créer un outil. Et on a envie de créer un Ok. outil lié à la pub Facebook. Et là, tu as parlé du calculateur de budget pour une stratégie de content marketing. Et nous, on imaginait aussi une sorte de calculateur de budget pour une stratégie de publicité Facebook. Et on imaginait un peu dire combien tu dois investir en fonction de tes objectifs, combien tu aurais besoin de créa, combien d'audience tu dois cibler. Enfin, je sais pas, on imaginait un truc comme ça pour, d'un côté, aider nos clients à prendre des meilleures décisions, mais aussi générer des leads. Après, la stratégie extrême, c'est un peu celle de Neil Patel, tu en as peut-être entendu parler, c'est qu'il crée son outil Uber Suggest, où c'est devenu vraiment une machine à générer des leads, parce qu'au départ, c'était gratuit, mais ça a attiré un trafic monstre sur son site, et l'outil, c'est devenu une sorte de gros concurrent à SEMrush et Moz.
Mais je me dis aussi que l'avenir du content marketing, c'est aussi dans la création d'outils utiles pour notre cible. Et si tu prends même HubSpot, ils ont aussi les outils Website Grader. Je sais plus quoi encore, ils en ont un autre, c'est pour te suggérer des titres. Donc, par exemple, tu mets le mot-clé content marketing, il va te donner 10 c'est titres génial ça. liés à ça. Et c'est vrai qu'il y a plein d'outils sympas à faire. Ouais, Et j'avoue que nous aussi, on y pense. On se dit que c'est intéressant. Ah oui, oui, non, mais c'est clair, mais HubSpot, c'est clairement les maîtres là-dessus. Effectivement, tu as le blog post ID Generator qui Oui, va te générer c'est ça. des idées de contenu. Ils ont fait aussi ouais, et ils ont fait un outil aussi de signature email gratuit. Oui, Euh, j'adore ça. On l'a utilisé aussi c'est pour des créer nos trucs. signatures, mais on... Oui, mais je trouve ça Toi génial parce aussi, non? que l'idée, effectivement, c'est d'aller. Bah oui, oui, bien sûr. Et l'idée, c'est vraiment en fait bah, d'aller récupérer un trafic qui serait pas forcément venu vers toi de prime abord. Mais là, effectivement, quand tu t'adresses à d'autres sujets un peu périphériques du tien, typiquement, tu vois que HubSpot sorte un truc sur sa signature email. Enfin, je veux dire, à la base, c'est un outil, c'est un CMS, un CRM, et c'est un outil de marketing automation. Mais en fait, de faire ça, bah, ça se génère un trafic monstrueux derrière, quoi. Donc c'est ultra intelligent. C'est ça. C'est Mais, trop euh, mais, intelligent. mais du coup, je trouve ça très cool que tu le fasses aussi pour Facebook. Je pense que en tout cas, moi, c'est un outil que j'ai hâte d'utiliser. Ouais, mais j'avoue que c'est un projet pour 2021. Je sais même pas si je devais en parler ou pas, mais c'est un truc qu'on y pense vraiment parce qu'on se dit, l'avenir, c'est pas dans le fait d'écrire que des articles de blog là-dessus. Il y a moyen de faire autre chose avec un outil interactif. On sait pas encore lequel. Par exemple, si tu prends aux USA, il y a John Loomer qui a fait un outil sur comment installer Pixel. Et en fait, maintenant, Facebook a complexifié l'installation du pixel manuel. Et donc, du coup, lui, il a fait un outil qui te permet de générer du code euh, avec pour installer ton pixel sur certaines pages de ton site. Et donc, admettons que c'est une page de confirmation à l'achat, eh bien, il te génère le code et après, tu peux mettre d'autres paramètres qui sont importants pour toi et te génère un code plus complexe que tu peux Ah ouais, copier-coller et mettre sur ton site. Donc ça, c'était plutôt intelligent, mais j'ai pas envie génial de ça. copier l'idée, donc on verra dans le temps ce qu'on fera. Mais du coup, si j'ai bien compris, pour revenir sur la question, cet outil-là, vous comptez le promouvoir ou alors c'est comment? Ouais, effectivement, et l'idée tout à fait, c'est vraiment de pousser cet outil-là en Facebook Ads et pas que. Je pense qu'on va aussi le mettre un peu sur du SIA et sur d'autres choses. Mais Ok. l'idée là, ça va vraiment, si tu veux, être d'attirer en fait des gens à nous qui ont envie de produire du contenu, mais qui savent pas forcément, bah, voilà, combien ça coûte, à quoi s'attendre en termes de budget, etc. Et donc l'idée, c'est de leur donner à la fin une estimation et sans vraiment qu'ils aient à rentrer leur email. Tu vois. Donc c'est un outil qui sera accessible à tous et qui permettra voilà, de savoir un peu quel budget il faut prévoir pour atteindre tel ou tel objectif. Donc ça, c'est la première chose qu'on va faire, en tout cas en Facebook Ads là, dans les prochains mois. Et après, effectivement, bah, pour nos clients, oui, bien sûr, on met pas mal de campagnes en place. Alors pour certains, c'est des objectifs vraiment tu vois, de génération de leads, d'acquisition. Euh, si je prends l'un de nos gros clients à qui on faisait des Facebook Ads, qui était le salon de l'agriculture, tu vois, eux, ils avaient vraiment un objectif de diffuser du contenu sur Facebook pour générer en fait de l'inscription et des visites sur le salon. Ok. Après, tu vois, ça peut être aussi de la notoriété. Je sais que PayFit, on a produit pour eux des vidéos, en fait, des témoignages clients en success story, tu vois, format assez classique, mais Ouais. qu'ils ont vraiment du coup utilisé pour faire de l'acquisition client. Et ils l'ont boosté vraiment à fond sur Facebook. Et ça, je trouve ça très cool aussi que tu vois nos contenus soient diffusés comme ça à beaucoup plus de monde. C'est vraiment cool quoi. Ouais, c'est ça. Bah, c'est vrai que les fameux témoignages clients en vidéo, ça marche trop bien en ads, souvent pour la conversion, hein. Clairement, tu utilises ça vraiment pour convertir les personnes qui sont intéressées, quoi. Ok. Bah écoute, c'est parfait. Je pense qu'on a tout dit. Tu as autre chose à ajouter là-dessus, sur le sujet ça peut être le content marketing, ça peut être la pub Facebook. Bon, écoute, je pense qu'on a déjà abordé pas mal de sujets et après on risquera de perdre les gens parce que sinon on repart sur une heure d'Anilo et je pense que Ouais, c'est clair. ça fera trop. Mais en tout cas, Non, franchement, j'invite ceux qui veulent creuser le sujet à visiter notre blog. Et on a plein d'articles qui creusent un peu les différentes thématiques et j'espère que voilà que ça vous intéressera en tout cas quoi. ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est aller visiter le blog de You Love Words et vous allez voir qu'il y a pas mal d'articles là-dessus. J'avoue que je ne le lis pas encore totalement, mais il y a des trucs intéressants que je vais commencer à lire, Shame. ça continue. Ouais, je sais, c'est que franchement, les articles de blog, j'en lis de Faut moins te en moins recueillir. et c'est souvent les mêmes, tu sais, dans le sujet ads et beaucoup moins dans le Mm. sujet contenu. Bref, Mm. du coup, toi, où est-ce qu'on peut te retrouver?
Écoute, principalement sur LinkedIn, hein, très simple, Alexis Chevalier sur LinkedIn. J'essaie de partager aussi moi du contenu justement à destination de mes pairs, hein, donc à destination des marketeurs. Donc généralement c'est une fois par semaine. Soit je partage des trucs du style mon template de budget marketing ou mon template de reporting. Justement, le template de charte éditoriale aussi dont on se parlait tout à l'heure, je l'avais partagé sur LinkedIn. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre. Je partage des choses gratuitement comme ça me fait plaisir. Et c'est cool aussi d'échanger avec d'autres marketeurs sur le sujet. Parfait. Donc voilà. Parfait. Et pour You Love Words, je vais quand même mettre quelques liens vers vos réseaux sociaux, site web. Et il y a aussi la fameuse newsletter dont tu me parlais, c'est ça? Exactement, ouais, tout à fait. Donc, une newsletter dans laquelle on envoie deux contenus, comme je t'en ai déjà parlé, deux articles vraiment denses sur des sujets type webinar, newsletter, lead nurturing et plein d'autres choses encore. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous recevez directement en fait les articles dans votre boîte mail. Et puis voilà, j'espère que ces articles en tout cas vous intéresseront. En tout cas, nous, on y met du cœur et on essaie de faire en sorte qu'ils soient le plus partagé et qu'il soit apprécié de tous, quoi. Parfait. Mais je vais mettre le lien aussi de la newsletter. Écoute, merci encore à toi, Alexis, et je te dis à bientôt. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode de Rendez-vous Marketing. J'espère que vous allez pouvoir définir ou redéfinir votre stratégie de contenu grâce aux conseils d'Alexis et produire toujours plus de contenu qui génère de la visibilité et du business pour votre entreprise. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à me le faire savoir. Vous pouvez me donner un feedback en m'envoyant un message sur les médias sociaux ou encore mieux, vous pouvez me laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous remercierai jamais assez. Et n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour être notifié quand je sors un nouvel épisode. Pour l'instant, je sors une nouvelle interview toutes les 2 semaines, mais ça risque d'évoluer parce qu'on arrive bientôt au 10e épisode du podcast et je pense tout doucement commencer à faire des épisodes en solo pour vous parler aussi d'acquisition de clients en ligne. Allez, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.